Et sur ce, braves gens, bonsoir, cher rediff, bonsoir ou bonjour, et bienvenue à toutes et tous dans FX Histoire. Non, c'est bon, c'est bon. Et vous vous demandez pourquoi Nask a dit c'est bon alors que vous ne m'avez pas entendu lui parler? C'est normal. Qui a fait cette intro? Je crois bien que c'est Nask, notre invité du soir. Et oui, braves gens, nous sommes ce soir avec Nask, un pixel artiste de talent qui va illustrer la nouvelle. Cette nouvelle, c'est Poids lourd de Stephen King. Et c'est parti. Let's go. Le type s'appelait Snodgrass. Et au point où il en était, je le sentais capable de n'importe quoi. Avec ses yeux écarquillés dont on ne voyait quasiment plus que le blanc, il avait l'air d'un animal qui va mordre. Les deux jeunes gens qui avaient atterri en catastrophe dans le parking à bord de leur vieille Furry essayaient de lui parler, mais il regardait ailleurs, comme s'il entendait des voix. Sa bedaine était comprimée dans un complet de bonne qualité, dont le fond du pantalon luisait d'usure. Il était représentant, et sa mallette pleine d'échantillons montait la garde à ses pieds, tel un chien fidèle. « Essayez encore la radio !» dit le routier, accoudé au comptoir. Haussant les épaules, le cuistot tourna le bouton. Il chercha à capter une station, mais n'obtint que des parasites. « Vous allez trop vite !» protesta le chauffeur. « Vous avez bien dû en rater une. »« Merde !» répliqua le cuistot. C'était un vieux noir dont le sourire jetait des reflets d'or. Il ne regardait pas le routier, observant le parking par la vitre qui faisait toute la longueur de la salle. Il y avait là 7 ou 8 poids lourds dont les moteurs tournaient au ralenti, ronronnant comme de gros chats. 2 Mack, un Hemingway et 4 ou 5 Réo. Des semi-remorques spécialisées dans le transport longue distance, bardées de plaques de toutes sortes et à l'arrière desquelles se dressaient des antennes. La Furry du jeune couple était immobilisée sur le toit, tout au bout d'une longue et sinueuse traînée qui avait noirci le bitume irrégulier du parking. Elle avait été chahutée d'une façon insensée. À l'entrée de l'aire de stationnement gisait la carcasse d'une Cadillac. Ouvrant la bouche comme un poisson hors de l'eau, le conducteur scrutait son pare-brise étoilé. Ses lunettes d'écaille pendaient de l'une de ses oreilles. À mi-chemin, entre la Cadillac et le parking, était étendu le corps d'une jeune femme, vêtue d'une robe rose. Elle avait sauté de la voiture quand elle avait vu qu'il ne pourrait plus leur échapper. Elle s'était mise à courir désespérément, mais il ne lui avait laissé aucune chance.
bien qu'elle eût le visage tourné contre le sol. Le spectacle de ce corps convoité par les mouches était ce qu'il y avait de pire. De l'autre côté de la route, une vieille familiale Ford avait été projetée contre le rail de protection. Cela s'était passé 1 heure auparavant. Depuis, aucun nouveau véhicule n'était arrivé. D'ici, on ne pouvait pas voir l'autoroute, et le téléphone se trouvait à l'extérieur. « Vous allez trop vite !» protestait le routier. « Vous devriez... » C'est alors que Snodgrass perdit la tête. En se levant, il renversa la table, en voyant les tasses à café se fracasser et faisant jaillir une gerbe de sucre. Il roulait des yeux, terrifié, et psalmodiait indistinctement, la mâchoire pendante. « Il faut qu'on sorte, faut qu'on sorte, faut qu'on sorte !» Les 2 jeunes se mirent à hurler. Du haut de mon tabouret, placé près de la porte, j'empoignai au passage la chemise de Snodgrass. Mais il parvint à m'échapper. Il avait le feu aux fesses, et même une porte de prison n'aurait pu l'arrêter. Il ouvrit violemment et courut comme un fou sur le gravier vers le fossé d'écoulement à gauche. Deux des camions le prirent en chasse, crachant vers le ciel les émanations brunâtres du gasoil, faisant gicler des rafales de gravillon. Il n'avait pas accompli 6 foulées depuis la berge du parking, quand il se retourna, le visage déformé par la peur. Ses pieds s'en mêlèrent et il trébucha, à 2 doigts de tomber. Quand il reprit son équilibre, il était déjà trop tard. L'un des camions abandonna, mais l'autre chargea, son énorme grille de radiateur étincelant sauvagement sous le soleil. Snodgrass poussa un cri à la fois faible et aigu, que couvrit presque le rugissement du gros réau diesel. Il ne l'écrasa pas carrément, ce qui peut-être eût mieux valu. Le camion poussa Snodgrass devant lui à petits coups, semblant dribbler ou shooter comme un joueur de football. Un instant, la silhouette du malheureux se découpa contre le ciel d'été, tel un pantin désarticulé. Puis il disparut dans le fossé d'écoulement. Les freins du semi-remorque lancèrent un mugissement de dragon, et les roues avant, en se bloquant, creusèrent de profonds sillons dans la couche de gravier du parking. Quelques centimètres de plus, et il se plantait dans le fossé,
Le salaud. La fille hurla, le visage transformé en un masque de sorcière. Elle griffait ses joues des deux mains. Un bruit de verre cassé. Je tournai la tête et vis que le routier avait serré son verre si fort qu'il l'avait brisé. Il ne semblait pas s'en être encore rendu compte. Du lait et quelques gouttes de sang tombèrent sur le comptoir. Le cuistot restait comme pétrifié près de la radio, un torchon à la main. Ses dents scintillaient, tout fut silencieux pendant un moment, à l'exception du bourdonnement de la pendule et de la rumeur du réau qui rejoignait ses pareils. Puis, la fille se mit à pleurer. Et j'en éprouvais une sorte de soulagement. Ma propre voiture était de l'autre côté. Elle aussi, réduite en bouillie. C'était une Camaro 1971. Je n'avais pas encore fini de la payer. Mais cela n'importait déjà plus. Il n'y avait personne dans les camions. Le soleil faisait jouer des reflets sur les cabines vides. Les roues tournaient toutes seules. Mieux valait ne pas trop penser à tout ça, parce qu'on aurait vite fait d'en devenir fou. Comme Snodgrass. Deux heures passèrent. Le soir tombait. Dehors, les camions patrouillaient, traçant lentement des cercles ou des 8. Veilleuses et feux de gabarit étaient allumés. Je marchais un moment le long du comptoir pour me dégourdir les jambes, puis allais m'asseoir dans un box près de la grande vitre. C'était une banale aire d'arrêt destinée aux camionneurs près de l'autoroute, rassemblant toutes les commodités, y compris des pompes pour l'essence et le gasoil. Les routiers venaient ici pour boire un café et manger un morceau. « Monsieur ?» La voix était hésitante. Je levai les yeux. C'étaient les deux gosses de la Furry. Lui paraissait environ 19 ans. Il portait les cheveux longs et une barbe encore maigre.
Elle semblait plus jeune. Ouais. Et à vous, que vous est-il arrivé ? Je haussai les épaules. J'avais pris l'autoroute pour Pelson. Un camion roulait derrière moi. Je l'avais vu arriver de loin dans mon rétroviseur. À fond de train. On pouvait l'entendre à 1 kilomètre. Il a fait une queue de poisson à une coccinelle et l'a tout simplement éjecté de la route avec le bout de sa remorque, comme vous expédieriez une boule de papier d'une pichenette. J'ai cru que le camion allait verser aussi. Vu la façon dont la remorque s'était déportée sur le côté, aucun conducteur n'aurait pu redresser. Mais il s'en sortait très bien. La Volkswagen a fait 5 ou 6 tonneaux. Puis elle a explosé. Le poids lourd a fait subir le même sort à la voiture suivante. Voyant qu'il fonçait sur moi, j'ai pris la bretelle à toute vitesse. Et il a fallu que j'atterrisse dans un rendez-vous de camionneurs. C'est ce qu'on appelle tomber dans la gueule du loup. La fille déglutit. Nous avons vu un car Greyhound qui remontait la route du sud. Il écrasait tout ce qui se trouvait devant lui. Il a explosé et brûlé, mais avant, ça a été une vraie boucherie. Un Greyhound. Voilà qui était nouveau. Et qui n'arrangeait rien. Dehors, tous les feux de route s'allumèrent en même temps, plongeant le parking dans une clarté glauque et inquiétante. Les camions poursuivaient leur ronde rugissante. Leurs phares ressemblaient à de grands yeux. Et dans la nuit qui s'épaississait, les sombres remorques évoquaient les larges épaules voûtées de géants préhistoriques. Est-ce qu'on peut allumer les lumières sans danger ? Demanda le cuistot. Allez-y, fis-je. Vous verrez bien. Il tourna les interrupteurs, et une enfilade de globes tachés de chure de mouches se mit à briller. Sur la façade s'illumina l'enseigne au néon. Chez Conant, au rendez-vous des routiers. Imperturbables, les camions continuaient de tourner. J'y comprends rien, fit le camionneur. Il était descendu de son tabouret et marchait de long en large, la main bandée d'un mouchoir rouge. C'était une bonne fille. Elle ne m'a jamais causé d'ennui. J'ai poussé jusqu'ici, juste après 1 heure pour manger un plat de spaghettis. Et voilà ce qui est arrivé. Il balaya l'air de la main, faisant claquer son bandage.
Tenez, c'est celui-là, là. Celui qui a le feu arrière un peu faiblard. J'ai eu son volant entre les mains pendant 6 ans. Et maintenant, il suffirait que je fasse un pas dehors. Ça ne fait que commencer, assura le cuistot. Ses paupières tombaient sur ses yeux de jet. S'il n'y a plus de radio, c'est que ça doit aller mal. Ce n'est que le début. La jeune fille était devenue pâle, comme une morte. Ne nous occupons pas de cela pour le moment, fis-je, à l'adresse du barman. À quoi ça peut être bien dû ? Demanda le routier. Des orages électriques dans l'atmosphère, des essais nucléaires, ou bien quoi ? Peut-être qu'ils sont devenus fous, répondis-je. Vers 7 heures, je m'approchais du cuistot. Comment ça se présente ici ? Je veux dire, si nous sommes bloqués un bon bout de temps. Il fronça les sourcils. Pas trop mal. On a été livré hier. On a reçu 200 ou 300 hamburgers, des fruits et des légumes en boîte, des céréales, des œufs. Tout ce qu'il reste de lait est au frigo, mais... Et il y a l'eau du puits. En cas de besoin, on pourrait tenir tous les 5 pendant un bon mois. Le routier se joignit à nous, clignant des yeux. Je suis en manque de cigarettes. Et maintenant, ce distributeur... Le distributeur n'est pas à moi, dit le barman. J'y peux rien. Le camionneur avait déniché une paire de pinces dans la réserve, derrière la salle du bar. Il commença à s'occuper de la machine. Le conducteur de la Furry s'approcha du jukebox et glissa une pièce dans la fente. John Fogerty entonna Born on the Bayou. Je m'assis, regardant par la fenêtre. Et aussitôt, aperçus quelque chose qui ne me plut pas du tout. Un petit pick-up Chevrolet s'était joint à la horde, tel un poney Shetland parmi les percherons. Il passa sans broncher sur le corps de la jeune fille à la robe rose. Je détournai les yeux. « Ils ont été créés par l'homme !» s'écria soudain la fille d'une voix pitoyable. « Ils n'ont pas le droit !» Son petit ami lui dit de la fermer. Le routier eut raison du distributeur de cigarettes. Il y puisa 6 ou 7 paquets de vice-roi. Il en ouvrit un
répartissant les autres dans ses poches. Il les contemplait avec une telle voracité que je me demandais s'il allait les fumer ou bien les manger. Le jukebox joua un nouveau disque. Il était 8 heures. Une demi-heure plus tard, nous fûmes privés d'électricité. Lorsque les globes s'éteignirent, la fille poussa un hurlement qui s'interrompit net, comme si son compagnon lui avait bâillonné la bouche de sa main. Le jukebox poussa une plainte grave, puis mourut. « Bon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» s'exclama le routier. « S'il vous plaît, fis-je, vous avez des bougies ? » « Je crois. Attendez. Ouais, en voilà. » Nous les plaçâmes un peu partout autour de nous. « Attention, dis-je. Si nous mettons le feu à la baraque, vous pouvez commencer à faire votre prière. »« Je vous le fais pas dire, » répliqua le barman d'un ton morne. La lumière des bougies nous permit de découvrir le jeune couple enlacé, puis le routier qui, près de la porte de derrière, observait le manège de 6 nouveaux poids lourds qui faisaient du gymkhana entre les postes d'essence. Ça bouleverse nos prévisions, n'est-ce pas ? dis-je au barman. Ça oui, si l'électricité revient pas. Combien de temps ? Les hamburgers seront immangeables dans 3 jours. Pareil pour ce qui reste de viande et pour les œufs. Pas de problème pour les boîtes et pour ce qui est séché. Mais ce n'est pas le pire. On ne va plus avoir d'eau sans la pompe. Et les réserves ? On a à boire pour 1 semaine. Remplissez tous les récipients que vous pourrez trouver. Tirez l'eau jusqu'à la dernière goutte. Où sont les toilettes ? Il y a de l'eau potable plein les réservoirs. Les commodités pour le personnel sont derrière. Mais les toilettes réservées aux clients sont à l'extérieur. À la station-service, je ne me sentais pas encore prêt à tenter le coup. Pas encore. Non, vous sortez par la porte sur le côté. Et c'est un peu plus loin. Bon, donnez-moi 2 seaux alors. Il m'en trouva 2, en métal. Le gamin à la feurie s'avança. « Qu'est-ce que vous fabriquez ? Il nous faut de l'eau, tout ce que nous pourrons recueillir. » « Donnez-moi un seau !»« Jerry !» hurla la fille. « Tu... » Il la fit taire du regard. Le camionneur fumait en silence une nouvelle cigarette. Avant de franchir la porte par laquelle nous étions entrés quelques heures plus tôt, nous observâmes un instant les ombres des camions qui croissaient ou décroissaient au gré de leurs allées et venues. « Maintenant ?» demanda le jeune homme. Comme son bras frôlait le mien, je sentis ses muscles bandés comme des ressorts. Une simple bourrade. Et c'était la crise cardiaque. Du calme, lui fis-je. Il m'adressa un pauvre sourire. Mais c'était mieux que rien. D'accord.
nous nous faufilâmes à l'extérieur. La nuit avait apporté un peu de fraîcheur. De l'herbe s'élevait la stridulation des criquets et des fossés d'écoulement, le coassement des grenouilles. Dehors, le rugissement des camions se faisait plus tonitruant, plus menaçant. Il poussait des cris presque bestiaux. À l'intérieur, on était comme au cinéma, mais ici, c'était du sérieux. On risquait sa peau. Nous nous glissâmes le long du mur tuilé, avançant sous la protection du léger rebord. Ma Camaro s'était écrasée contre la barrière de protection. La lueur ténue des panneaux de signalisation se reflétait sur le métal déchiqueté et dans les flaques d'huile ou d'essence. Toi, tu prends les toilettes des dames, murmurai-je. Remplis ton seau au réservoir de la chasse et attends-moi. On se laissait facilement abuser par le grondement continu qu'émettaient les moteurs diesel. Vous pensiez qu'ils venaient vers vous, mais en fait, ce n'était que l'écho renvoyé par la structure bizarre du bâtiment. Nous n'avions que 6 mètres à franchir. Cela nous parut beaucoup plus long. Jerry ouvra les toilettes des dames et entra. Une fois parvenu aux messieurs, je sentis mes muscles se détendre et pousser un soupir de soulagement. J'entrevis mon visage pâle et crispé dans le miroir. Je retirai le couvercle de porcelaine du réservoir et y remplis mon seau. L'ayant vidé du trop-plein pour ne pas renverser d'eau en cours de route, je m'approchai de la porte. « Hé ! Ouais !» souffla-t-il. « T'es prêt ? » ?»« Ouais. » Nous ressortîmes. À peine avions-nous franchi 6 pas que des phares nous aveuglaient. Ils s'étaient approchés tout doucement, ses roues énormes dérangeant à peine le gravier. Il était resté tapi dans l'obscurité. Et maintenant, il fondait sur ses proies. Ses phares étaient 2 yeux fous, et l'énorme grille chromée, une gueule menaçante. Jerry se pétrifia, le visage glacé d'horreur, les pupilles de son regard vides d'expression, réduites à la dimension de tête d'épingle. Je lui donnai une poussée vigoureuse, répandant la moitié de son seau. « Vas-y !» Le vacarme du moteur diesel se mua en un hurlement strident. Je m'apprêtais à ouvrir la porte par-dessus l'épaule de Jerry, mais quelqu'un le fit à ma place, de l'intérieur. Le gosse s'effondra dans l'entrée, et je m'engouffrai à sa suite.
Je me retournai pour jeter un coup d'œil sur le camion. Le gros Peterbilt heurta de biais le mur, arrachant des morceaux de tuiles. Il y eut un crissement à vous faire éclater les tympans, comme si un énorme morceau de craie avait égratigné un tableau noir. Puis le garde-boue, droit, et le coin de la grille de radiateur vinrent s'encastrer dans l'encadrement de la porte, projetant des gerbes de débris de verre et déchirant les gonds d'acier comme des mouchoirs en papier. La porte fut projetée dans la nuit, semblant s'échapper d'un tableau de Dali. Puis le camion reprit de la vitesse en direction du parking, crachotant comme une mitraillette. Déception et colère. Jerry eut juste le temps de poser son seau avant de s'écrouler dans les bras de sa petite amie, tout secoué de frissons. Mon cœur cognait dans ma poitrine et mes jambes se dérobaient sous moi. Quant à l'eau, nous n'en avions apporté qu'environ un seau et quart à nous deux. Le jeu n'en valait pas la chandelle. « Il faut bloquer cette entrée », dis-je au cuistot. « Vous avez quelque chose qui pourrait faire l'affaire ?» Eh bien... Le routier s'en mêla. « Pourquoi ? Une seule roue de ces mastodontes ne pourrait pas rentrer. » Ce ne sont pas les mastodontes qui m'inquiètent. Le camionneur se mit fébrilement en quête d'une cigarette. « Il y a quelques planches dans la réserve, » dit le barman. Le patron voulait construire une cabane pour stocker les bouteilles de butane. « On va en mettre en travers et pousser un ou deux box contre. »« Allons-y, » fit le routier. L'affaire fut réglée en 1 heure. Et à la fin, tout le monde s'y était mis, même la fille. C'était plutôt solide. Bien sûr, plutôt solide. Ce ne serait pas suffisant si quelque chose heurtait notre porte fortifiée à pleine vitesse. Je pense qu'ils en étaient tous conscients. Je pris place dans l'un des 3 box qui étaient restés près de la vitre. La pendule qui se trouvait derrière le comptoir s'était arrêtée sur 8h32. Mais il devait bien être 10h. Dehors, les camions continuaient de rôder en grognant. Certains s'éloignaient parfois à toute vitesse pour une mission inconnue. D'autres arrivaient. Il y avait maintenant 3 pick-up qui se pavanaient au milieu de leurs grands frères. Je commençais à somnoler, mais au lieu de compter les moutons, je comptais les camions. Combien pouvait-il y en avoir dans cet état ? Combien dans toute l'Amérique ? Des remorques, des semi-remorques, des pick-up, des frigorifiques, des 30 tonnes, des convoyeurs de l'armée, des milliers, des dizaines de milliers. Et des cars. J'eus la vision de cauchemar d'un bus, 2 roues dans le caniveau, et 2 sur le trottoir, poussant des rugissements, tandis qu'ils fauchaient comme des quilles les malheureux passants. Je chassais cette pensée, puis sombrais dans un sommeil précaire et agité.
Il devait être très tôt le matin, quand Snodgrass se mit à hurler. Un fin croissant de lune jetait une lueur froide, filtrée par de hauts nuages. En contrepoint des gargouillis et des grondements des gros tonnages, se faisait entendre un son nouveau. Une moissonneuse lieuse tournait en rond près de l'enseigne éteinte. La lune faisait luire les dents aiguisées de la machine. Le cri retentit de nouveau, venu sans le moindre doute du fossé d'écoulement. Au secours! Qu'est-ce que c'est? La fille s'était réveillée. Écarquillant les yeux dans l'obscurité, elle paraissait prête à mourir de peur. Rien du tout, la rassurai-je. Au secours! Il est vivant, murmura-t-elle. Oh mon Dieu, il est vivant! Je n'avais pas besoin de voir Snodgrass pour l'imaginer gisant, à demi englouti par le fossé, ses reins et ses jambes brisées, son costume impeccablement repassé, maculé de boue, son visage qui implorait une lune indifférente. Nous n'avons rien entendu, n'est-ce pas? Fis-je. Elle me fusilla du regard. Comment pouvez-vous? Comment? Maintenant, ajoutai-je en désignant son petit ami du pouce. Peut-être que lui, il entendra quelque chose. Peut-être qu'il va y aller. C'est ça que vous voulez? Son visage se contracta comme lardé d'aiguilles invisibles. Rien, souffla-t-elle. Je n'ai rien entendu. Elle retourna se blottir contre Jerry qui, sans se réveiller, l'enlaça de ses bras. Personne d'autre ne s'éveilla. Snodgrass continua, pendant un long moment, de crier, de gémir et de sangloter. Puis il se tut. L'aube. Un nouveau véhicule arriva. Celui-ci était un énorme truck destiné au transport des automobiles. Et, pour ma plus grande inquiétude, un bulldozer le rejoignit. Le routier me saisit par le bras. « Viens voir derrière », me chuchota-t-il, tout excité.
Les autres dormaient encore. Viens voir ça. Je le suivis jusqu'à la réserve. Une dizaine de camions allaient et venaient derrière le bâtiment. Tout d'abord, je ne remarquai rien de nouveau. « Tu vois ?» fit-il en tendant la main. « Juste là. » L'un des pick-up était immobilisé. Il gisait là comme une masse et avait perdu son air menaçant. « Panne sèche ? T'as trouvé, mon gars. Et ils ne peuvent pas faire le plein tout seuls. On les aura à l'usure. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre. » Souriant, il se fouilla en quête d'une cigarette. Il était 9h et je mangeais un sandwich de la veille en guise de petit déjeuner quand commença le concert de klaxons. C'était une longue plainte monotone qui vous faisait dresser les cheveux sur la tête. Nous nous approchâmes de la vitre et regardâmes dehors. Aucun des camions ne bougeait plus. Un semi-remorque, un énorme Réo à la cabine rouge, s'était arrêté à la lisière de la bande de gazon qui séparait le restaurant du parking. Vu d'aussi près, la grille de radiateur paraissait réellement énorme, terrifiante. Les pneus seraient arrivés à la poitrine d'un homme. Les klaxons se remirent à hurler. Des mugissements affamés, tantôt longs, tantôt brefs, auxquels répondaient d'autres appels. Il y avait un rythme. Cela paraissait calculé. « C'est du morse !» s'exclama soudain Jerry. Le routier le regarda. « Comment tu sais ça ?» Le gosse rosit. « Je l'ai appris chez les scouts. »« Toi ?» se moqua le camionneur. « Toi ? Eh ben !» Il secoua la tête. « Fais pas attention, dis-je. Tu t'en souviens assez pour... Bien sûr, laissez-moi écouter. Vous avez un crayon ? » Le barman lui entendit un, et Jerry se mit à écrire des lettres sur une serviette en papier. Au bout d'un moment, il leva son crayon. « Ils ne font que répéter « Attention, attention » et « Attendez !» Les avertisseurs reproduisaient inlassablement le même rythme. Puis, la séquence se modifia et Jerry recommença à écrire. Nous nous penchâmes au-dessus de son épaule pour regarder le message se former. Quelqu'un doit remplir réservoir. Aucun danger pour lui. Remplir jusqu'à vider les cuves. Maintenant. Quelqu'un doit remplir réservoir. Maintenant. Le concert se poursuivit, mais Jerry cessa d'écrire. Et il se remet à répéter « Attention », dit-il. Le Réo reproduisait maintenant tout seul le message. Encore et encore. Je n'aimais pas le ton de ces mots écrits en capital sur la serviette. Ils étaient tranchants, sans pitié, et ne laissaient aucune place à la discussion.
nous nous exécuterions. Ou pas. Alors, fit Jerry. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien, répondit aussitôt le routier. Son visage s'agitait nerveusement. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre. Leurs réservoirs doivent être presque à sec. Et on a un petit là-bas qui est déjà en panne. Tout ce qu'on a à faire... Le réau se tut. Il fit marche arrière et alla rejoindre ses semblables. Ils formèrent un demi-cercle, braquant leurs phares dans notre direction. Il y a un bulldozer là-bas, dis-je. Jerry me jeta un coup d'œil interrogateur. Vous pensez qu'ils vont raser le restaurant ? J'en ai peur. Ils pourraient pas faire ça, n'est-ce pas ? Fit Jerry, quêtant l'approbation du cuistot. Le barman haussa les épaules. Il faut un vote, intervint le routier. On cédera pas au chantage, bon Dieu. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre. Il le répétait pour la 4e fois, comme une formule magique. D'accord pour le vote, dis-je. Attendons, insista le routier. Je pense qu'il est préférable de leur donner le gasoil, expliquai-je. Nous attendrons une meilleure occasion pour nous enfuir. Et vous, cuistot ? Restez là, répondit-il. Vous voulez devenir leurs esclaves ? C'est ce qui vous attend. Vous voulez passer le reste de votre vie à changer des filtres à huile à chaque fois qu'une de ces machines vous klaxonnera ? Eh bien, pas moi. Il regarda par la vitre d'un air sinistre. Qu'il crève. Je me tournai vers le jeune couple. Je crois qu'ils ont raison, approuva Jerry. C'est la seule façon d'en venir à bout. Si quelqu'un avait dû venir à notre secours, ça ferait longtemps qu'il serait là. Dieu seul sait ce qui peut bien se passer ailleurs. La fille acquiesça et se rapprocha de Jerry. Le souvenir de Snodgrass hantant toujours ses yeux. Comme vous voudrez, dis-je. Je me dirigeai vers le distributeur de cigarettes et y pris un paquet sans prêter attention à la marque. J'avais cessé de fumer depuis 1 an, mais c'était l'occasion rêvée de s'y remettre. La fumée me brûla les poumons. 20 minutes s'égrenèrent. Les camions de devant attendaient. Ceux de derrière formaient une file devant les pompes. Je vous l'ai dit que c'est un coup de bluff, fit le routier. Tout ce qu'on a à faire... C'est alors que le hoquet d'un moteur qui démarre, cale, puis repart, nous déchira les oreilles. Le bulldozer.
Il rutilait comme une pièce d'or au soleil. C'était un caterpillar aux grandes roues d'acier. Son court pot d'échappement vomissait une fumée noire, tandis qu'il faisait demi-tour pour se présenter face à nous. « Il va nous rentrer dedans !» s'exclama le routier, dont le visage exprimait une profonde surprise. « Il va nous rentrer dedans ! Reculez !» criai-je. « Tous derrière le comptoir !» Le moteur du bulldozer tournait à plein gaz. Les vitesses s'enclenchaient d'elles-mêmes. La chaleur dégagée par le pot fumant troublait la qualité de l'air. Soudain, le booter leva sa lame, une lourde masse d'acier maculée de boue séchée. Puis, faisant rugir son moteur, il fonça sur nous. Derrière le comptoir! Je poussai rudement le routier et les autres suivirent le mouvement. Il y avait un petit rebord de béton entre l'herbe et le parking proprement dit. Le bulldozer le passa, relevant momentanément sa lame, puis attaqua violemment la façade. Frappé de plein fouet, la vitre explosa dans un bruit d'enfer, tandis que le cadre de bois volait en éclats. L'un des globes qui pendait au plafond s'ajouta aux débris de verre. La vaisselle fut vidée des étagères. La fille hurla, mais le son de sa voix se perdit dans le grondement régulier du booter. Il recula, ferraillant sur la bande de gazon labourée, puis chargea de nouveau, fracassant les box restants. Le présentoir qui se trouvait sur le comptoir tomba, éparpillant sur le sol ses sandwichs triangulaires. Le barman s'était recroquevillé sur lui-même, les yeux fermés. Jerry étreignait sa compagne. Le routier avait les yeux révulsés par la terreur. « Il faut l'arrêter !» bredouilla-t-il. « Dites-leur qu'on le fera, qu'on fera tout ce qu'ils veulent. Un peu tard, vous ne croyez pas ?» Le caterpillar fit marche arrière et s'apprêta à charger pour la 3e fois. De nouvelles entailles dans la lame réverbéraient curieusement les rayons du soleil. Il sembla nous jeter un regard menaçant. Poussa un beuglement. Et cette fois-ci, s'attaqua au montant gauche de ce qui avait été la vitre. La portion de toit qui se trouvait au-dessus s'effondra dans un grand fracas. Un nuage de plâtre se forma. Le bulldozer se dégagea. Derrière lui attendait la horde des camions. Je saisis le cuistot par le bras. Où sont les cuves de fioul ? Les fourneaux marchaient au butane, mais j'avais aperçu la cheminée d'un poêle à mazout. « Dans la réserve », répondit-il. Je fis signe à Jerry. « Viens. » Nous nous précipitâmes dans la réserve. Une nouvelle secousse ébranla le bâtiment. Encore 2 ou 3 coups comme celui-ci, et il pourrait commander une tasse de café au comptoir. Il y avait 2 cuves de 200 litres qui alimentaient directement le poêle. Mais
On pouvait aussi y puiser du fioul grâce à 2 robinets. Près de la porte se trouvait un carton plein de bouteilles de ketchup vides. « Ramasse-moi ça, Jerry !» Pendant ce temps, j'ôtais ma chemise et la déchirais en lambeaux. Le bulldozer continuait ses ravages avec une rage obstinée. Je remplis 4 des bouteilles de ketchup au robinet et Jerry y enfonça des bouts d'étoffe. Tu sais jouer au baseball ? J'y ai joué au collège. Parfait. On va dire que c'est toi le lanceur. Nous transportâmes les bouteilles dans la salle de restaurant. La façade avait été complètement défoncée. Des éclats de verre scintillaient comme des diamants. Une énorme poutre était tombée en travers de l'ouverture béante. Le bouteur reculait, essayant de sortir la solive à l'aide de sa lame. Et je me préparais à l'assaut final. Nous nous agenouillâmes, disposant les bouteilles devant nous. « Allume-les !» demandai-je au routier. Il sortit ses allumettes, mais ses mains tremblaient tellement qu'il les éparpilla. Le barman les ramassa, en craqua une, et les lanières de tissu prirent feu en grésillant. « Vite !» dis-je. Nous courûmes, Jerry devant. Le verre crissait en s'émiettant sous nos pieds. Une odeur tiède et visqueuse de fioul flottait dans l'air. Tout n'était que vacarme et que lumière. Le bouteur chargea. Jerry se jeta sous la poutre et sa silhouette se découpa contre l'énorme lame d'acier en furie. Je me plaçai sur sa droite. Pour son premier essai, Jerry tira trop court. La seconde fois, la bouteille explosa sur la pelle d'acier. Sans dommage pour la lame. Il tenta de s'enfuir, mais déjà la lame était au-dessus de lui. Telle une hache sacrificielle de 4 tonnes. Ses mains battirent l'air. Mais il disparaissait déjà, broyé par l'énorme masse. Je contournais la lame et balançais une bouteille dans la cabine ouverte, puis l'autre dans le moteur. Elles explosèrent en même temps dans un bouquet de flammes. Le bulldozer poussa un cri de rage et de douleur quasi humain. Il traça de frénétiques demi-cercles, arrachant le coin gauche de la salle de restaurant, puis se dirigea en zigzagant vers le fossé d'écoulement. Les roues d'acier étaient maculées de sang coagulé. Et là, où eût dû se trouver Jerry, ne restait plus qu'un tas de charpie. Le bouteur avait presque atteint le fossé, le feu s'échappant du capot et de la cabine. Quand, soudain, il explosa en un geyser de flammes.
En reculant, je faillis tomber sur une pile de moellons. Je perçus une odeur de brûlé qui n'était pas celle du mazout. Une odeur de cheveux brûlés. C'étaient les miens. J'attrapais une nappe, la pressais contre ma tête, me précipitais derrière le comptoir et plongeais si vivement mes cheveux en feu dans l'évier que j'en heurtais brutalement le fond. La fille criait sans fin le nom de Jerry en une litanie qui frôlait la démence. Je me retournais pour apercevoir l'énorme truck qui roulait lentement en direction de la façade béante de la salle de restaurant. Hurlant, le routier fonça sur la porte. « Non !» lui cria le barman. « Ne faites pas ça !» Mais il était déjà dehors, se ruant en direction du fossé d'écoulement et du champ qui se trouvait de l'autre côté. Sans doute, le camion était-il resté en faction tout près de la porte. Un véhicule sur les flancs duquel était inscrit « Blanchisserie Wong, service rapide ». En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le fuyard était châtié. Puis le camion disparut, laissant le corps désarticulé du routier sur le gravier. Il avait été projeté hors de ses chaussures. Le truck franchit lentement le rebord de béton, la bande de gazon, les restes de Jerry. Et s'immobilisa, pointant un nez gigantesque dans la salle de restaurant. Soudain, son klaxon se mit à pousser une série de brefs vagissements. « Arrêtez ça !» gémit la fille. « Arrêtez ! Arrêtez, je vous en prie !» Mais la corne s'obstina à nous fracasser les oreilles. En quelques instants, nous avions saisi la teneur du message. C'était le même qu'auparavant. Il voulait que nous remplissions son réservoir et celui des autres. J'y vais, annonçai-je. Les pompes sont déverrouillées. Le barman acquiesça. Soudain, il paraissait 10 ans de plus. « Non !» hurla la fille en se jetant sur moi. « Il faut que vous les arrêtiez! Frappez-les, brûlez-les, détruisez-les !» Sa voix faiblit, puis s'éteignit dans une amère plainte de douleur et de reproche. Le barman la retint. Je fis le tour du comptoir, me frayant un chemin parmi les décombres, et sortis par la réserve. Mon cœur battait la chamade tandis que je m'avançais sous le soleil brûlant. J'avais envie d'une nouvelle cigarette. Mais on ne fume pas à l'approche des pompes. Les camions étaient toujours à la queue leu-leu. Le véhicule de la blanchisserie grognait et jappait, tapi sur le gravier comme un chien à l'affût. Un geste de trop, et il me réduirait en bouillie. Je frissonnais en voyant le siège vide, derrière le pare-brise qui miroitait au soleil.
Je mis la pompe sur la position marche et décrochai la lance. Je dévissai le premier bouchon de réservoir et commençai à tirer de l'essence. Lorsqu'au bout d'une demi-heure, la première cuve fut vide, je me dirigeais vers la seconde. Je faisais couler alternativement l'essence et le gasoil. L'un après l'autre, sans fin, les camions se présentaient devant moi. Maintenant, je commençais à comprendre. Maintenant, je commençais à deviner. Des gens actionnant des pompes dans tout le pays, ou bien gisant, morts comme le routier, portant sur tout le corps les stigmates laissés par les roues impitoyables. La seconde cuve vidée, je passais à la troisième. Le soleil cognait dur et les vapeurs d'essence me donnaient la migraine. Des ampoules s'étaient formées entre le pouce et l'index de mes mains. Mais ce n'était pas leur problème. Eux, ce qui les intéressait, c'était les différents carburants, l'état de leurs joints de culasse ou celui de leur batterie. Mais certainement pas les coups de soleil, mes ampoules ou mon terrible besoin de hurler. Une seule chose les intéressait de savoir au sujet de ceux qui les avaient si longtemps domestiqués. Les hommes saignent. Ayant vidé la troisième cuve jusqu'à la dernière goutte, je jetai ma lance à terre. Pourtant, la file des camions n'avait cessé de s'allonger. Je tordis mon cou pour le soulager d'un torticolis et regardai. Sur 2 ou 3 rangs, la queue sortait du parking, continuait sur la route, puis se perdait hors de vue. C'était une vision de cauchemar de la voie express de Los Angeles aux heures de pointe. Les gaz d'échappement troublaient l'horizon. Une forte odeur d'essence empuantissait l'air. « Eh non !» fis-je. « Plus d'essence. On est à sec, les gars !» Il y eut une sourde rumeur, une note basse qui me fit claquer des dents. Un énorme camion-citerne argenté remontait la file. Sur son flanc était écrit « Faites le plein avec Philips 66 ». Un énorme tuyau jaillit de l'arrière de la citerne. Je le raccordai à la bouche de la première cuve. Le camion commença à se vider. L'odeur de pétrole me pénétra. C'est cette même odeur que durent sentir les grands dinosaures, tandis que les fosses de bitume les engloutissaient. Je remplis les 2 autres cuves, puis me remis à mon épuisante tâche de pompiste. Je fus bientôt dans une sorte de brouillard, n'ayant plus conscience du temps, ne voyant plus les camions. Je dévissais le bouchon, enfonçais ma lance, pompant jusqu'à ce que le liquide chaud et dense déborde, puis replaçais le bouchon. Mes ampoules percèrent et le pu coula jusqu'à mes poignets. Toute ma tête m'élançait comme une dent cariée, et mon estomac se tordait désespérément, gavé d'hydrocarbures. J'étais sur le point de m'évanouir. J'allais m'évanouir.
Et ce serait la fin. Je pomperai tant que j'en aurai la force. Deux mains sombres se posèrent sur mes épaules. Rentrez, fit le barman. Allez vous reposer. Je vous relais jusqu'à la nuit. Essayez de dormir. Je lui tendais la lance. Mais je ne peux pas dormir. La fille est assoupie. Elle est recroquevillée dans un coin, une nappe en guise d'oreiller. Et le sommeil n'a pas suffi à détendre son visage. De toute éternité, l'épouse abandonnée par le combattant a eu ce visage. Je ne vais pas tarder à la réveiller. Le soir tombe, et le cuistot est dehors depuis près de 5 heures. Il en arrive toujours. Je regarde par la vitre défoncée, et je vois le ruban des phares qui s'étire sur plus d'1 kilomètre, telle une guirlande scintillant dans l'obscurité qui vient. La queue doit s'étendre jusqu'à l'autoroute. Peut-être plus loin. Il va falloir que la fille prenne son tour. Je vais lui montrer comment on fait. Peut-être qu'elle ne voudra pas, mais... si elle veut vivre, il faudra bien. Vous voulez devenir leurs esclaves ? Avait dit le barman. C'est ce qui vous attend. Vous voulez passer le reste de votre vie à changer des filtres à huile à chaque fois qu'un de ces machins vous klaxonnera. Peut-être pourrions-nous fuir. Étant donné la façon dont ils se sont rangés les uns derrière les autres, il serait facile d'atteindre le fossé d'écoulement maintenant. Courir à travers champs, puis prendre par les marécages où ces mastodontes s'enliseraient. Et ensuite, l'homme des cavernes. Réapprendre à dessiner au charbon de bois. Ceci est un arbre, et voici un semi-remorque Mack écrasant un chasseur. Non, même pas. Nous vivons dans un monde de béton. Même les enfants jouent sur le béton. Quant aux champs, aux marais et aux forêts épaisses, il y a des tanks, des half-tracks, des véhicules équipés de lasers, de masers, de radars. Et petit à petit, ils pourront façonner le monde qu'ils désirent. Je les vois déjà convoyant de sable par milliers pour combler les marais d'Okenfoki. Je vois les bulldozers aplanissant les parcs nationaux et les terres en friche, faisant de la planète une unique et gigantesque plaine. Et ensuite, la horde des poids lourds pourra déferler. Mais ce ne sont que des machines. Quoi qu'il leur soit arrivé, quel que soit le degré de conscience que nous leur avons permis d'acquérir, une chose est certaine. Ils ne peuvent pas se reproduire. Dans 50 ou 60 ans, ils ne seront plus que d'impuissants tas de rouille, d'immobiles carcasses que l'homme, à nouveau libre, pourra lapider et couvrir de crachats. Mais, en fermant les yeux,
J'imagine maintenant les chaînes de Détroit, de Dearborn, de Youngstown et de Mackinac, d'où sortent de nouveaux camions, assemblés par des ouvriers qui n'auront même plus la solution de rendre leur bleu de travail. Quand la tâche les aura tués, on les remplacera. Le barman chancelle un peu maintenant. C'est qu'il n'est plus tout jeune. Il faut que je réveille la fille. À l'est, 2 avions tracent un sillon argenté dans le ciel obscur. Je voudrais croire qu'il y a quelqu'un aux commandes. Et voilà qui est une fin d'histoire. Et mon nez n'en puit plus. Je suis en apnée. Et voici le magnifique dessin de Nask. Ça a de la gueule. Merci. Merci. Merci pour la lecture. Bah de rien, écoute, merci pour le dessin, c'est super stylé. Bon, j'ai triché un peu, c'est que la silhouette, je l'ai fait off stream. Ah, mais c'est quand même toi qui l'as Voilà. faite. Oui. Donc ça, on peut le dire quand même, hein. Voilà. C'est pas parce qu'il l'a ajouté d'un coup que c'est pas lui qui l'a faite, d'accord les gens, vous notez. Non, je savais que c'est hyper long à faire en fait, Tu m'étonnes. ce genre de truc, et donc j'avais déjà l'idée de la faire avec des effets de lumière que j'ai rajouté là, du coup en stream. Ouais. Mais la silhouette en elle-même, je l'ai faite. C'est très très stylé. Merci. Voilà, tout le monde qui dit bravo. Bon, l'exercice est difficile, c'est que j'ai très peu de temps, quoi. Donc c'est vrai que Ah bah ça. je voulais finir l'illustration avec la fin de l'histoire. Bah en vrai, est-ce que tu voulais mettre Ouais. plus de trucs? Ah bah, j'aurais bien aimé faire une station-service, faire des vrais effets de lumière C'est vrai. un peu mieux, voilà. Donc bah, je vais la faire en 3D, tiens, vu que je me suis mis à faire de la Oh, 3D. fun. Fun. Non, j'ai une idée d'image en tête, mais voilà, ça ressemble à peu près à ça, mais on va dire que c'est un brouillon, ce que j'aurais aimé faire. Voilà. Bon bah t'as vu la gueule du Mais brouillon? ça va, mais c'est cool pour l'exercice. 2 heures de dessin, c'est ce que j'aime bien. Ah bah écoute, un plaisir. Et Ivractus qui dit incroyable artiste qui t'accompagne. Et oui, Eh c'est ben, merci beaucoup. ce cher Nask. Merci beaucoup, mon cher Nask, d'avoir été là. Eh Ce ben, soir. merci pour l'accueil. Merci Voilà. à tous, tout le monde pour l'accueil. Et sur ce, Bonsoir, braves gens. Et à dimanche prochain pour votre prochaine horrifique histoire.